Christian Dupuis. Ça fonctionne. C'est bon. Ça marche, même si c'est un micro sans pied. Voilà. Christian Dupuis, donc je suis maire de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, depuis 1983. Je rassure ceux qui trouvent que c'est trop long, je ne me représenterai pas en mars prochain. Je suis président de Hauts-de-Seine Habitat, qui gère 45 000 logements, essentiellement dans le département des Hauts-de-Seine, même si on en a un petit peu dans Paris, intramuros, et quelques-uns dans les Yvelines, mais enfin l'essentiel est dans les Hauts-de-Seine. Je suis en charge à la métropole du Grand Paris avec mes collègues Yves Klein, le prêtre, Jarry qui préside la commission ad hoc. Je suis donc en charge avec tout cela de l'habitat et de l'hébergement, et notamment du PMHH. Je suis vice-président de la Fédération des offices de l'habitat et également membre du comité exécutif de l'Union sociale pour l'habitat. Je précise qu'à la Fédération des offices, je suis le plus ancien conseiller fédéral, même si je ne suis pas le plus vieux. Voilà. Donc le logement est un sujet que je connais un peu. Dans ma commune de Suresnes, il y a 36% de logements sociaux au titre de la loi SRU. Un grand pourcentage aussi de logements intermédiaires. Depuis que je suis maire, c'est-à-dire depuis bientôt 37 ans, j'ai mis l'accent sur le logement intermédiaire pour éviter que la mixité sociale ne soit une fracture sociale à l'intérieur de la commune, avec d'un côté ceux qui pouvaient se loger au prix du marché de plus en plus élevé, et de l'autre ceux qui entrent dans les plafonds d'attribution des logements HLM. Et donc pour éviter que ce soit cette fracture et pour qu'il y ait un vrai parcours résidentiel, nous avons mis l'accent sur tous les autres modes de financement. Ça a commencé à l'époque avec le prêt conventionné locatif, le PCL, qui était l'ancêtre du PLI et aujourd'hui du LLI. On a aussi mis l'accent sur l'accession sociale à la propriété dans le neuf et aussi à l'intérieur du parc HLM, avant que ce soit l'un des modes de financement de l'investissement du logement social. Michel Mouillard a brossé un tableau exhaustif de la situation. Il a déjà pratiquement à lui seul fait le débat, mais moi, il y a un point sur lequel j'aurais voulu qu'il insiste davantage, c'est sur l'impact de la RLS, la réduction de loyer de solidarité, qui a comme effet, si on y ajoute également pour faire bon poids la hausse de la TVA et celle des prélèvements au titre de la CG2LS, de priver les bailleurs sociaux d'une part essentielle de leur capacité à investir. Pour ce qui concerne l'office que je préside, ça a été 60% de baisse de ma capacité à investir sur la première année. Et malheureusement, ce sera pareil pour la deuxième année. Et en millions d'euros, ça représente ? Ne me demandez pas ces chiffres-là, je ne les ai pas en tête. Je sais ce que ça représente en pourcentage et je sais ce que ça représente en nombre de logements. En nombre de logements neufs, c'était moins 60%, c'est-à-dire qu'on en a construit seulement 200 au lieu de 500. Et pour ce qui concerne les réhabilitations, ça a été une chute de 50%, on en a réhabilité 300 au lieu de 600. J'avais fait voter mon budget primitif avant que la loi de finances soit définitivement adoptée, précisément pour qu'on voit clairement le gap entre ce que nous devions faire et ce que nous pouvons faire après l'adoption de ces mesures gouvernementales. Donc là, je pense qu'il y a des injonctions contradictoires dont il faudra à un moment donné se défaire entre d'un côté le ministère du Logement, de l'autre Bercy. On nous demande de construire de plus en plus, et évidemment pour répondre à la crise du logement. Moi, ça fait 37 ans que je suis élu maire, mais j'ai été aussi conseiller régional, je suis toujours conseiller départemental, j'ai été député. Je n'ai jamais entendu parler d'autre chose que de la crise du logement. Donc il faudra bien un jour qu'on se donne les moyens d'en sortir, et là on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on aggrave les choses, ce qui est d'ailleurs, je ne comprends pas la politique de Bercy, puisque c'est aussi se priver de recettes conséquentes, puisque le secteur du bâtiment, c'est pas ici que je vais l'apprendre à l'auditoire, mais l'activité du bâtiment, et notamment du bâtiment de logement, est une source de recettes
considérable pour l'État, dont il se prive avec les mesures qu'il prend. Parce qu'il y a non seulement celles qui atteignent le logement social, mais il y a aussi l'effet pervers d'avoir maintenu l'impôt sur la fortune exclusivement sur l'investissement immobilier, ce qui est complètement aberrant également. Donc moi, j'étais partisan qu'on supprime purement et simplement l'impôt sur la fortune. Mais à partir du moment où on supprime l'impôt sur la fortune sur les investissements boursiers, c'est aberrant de l'avoir maintenu sur l'investissement immobilier, dissuadant ainsi beaucoup d'investisseurs privés d'investir dans l'immobilier locatif qui contribue quand même à répondre à la demande croissante de la population. Donc voilà, je ne vais pas être plus long parce que sinon je vais occuper, le débat moi tout seul. Mais je voudrais simplement dire qu'il est absolument nécessaire qu'on en finisse avec les injonctions contradictoires et qu'on nous donne les moyens des objectifs qu'on nous assigne. On cède la parole à Marc-Antoine Jamet, donc les Rolivallois. Exactement, avec une commune qui est moins ancienne et moins connue que Suresnes, Bondy et Toulouse, que je vais essayer de décrire en étant synthétique. C'est la dernière commune créée en France, à 100 km de Paris, entre Paris et Le Havre. La dernière qui a été créée ex nihilo, décision du SIAT de Pompidou en 1967. On exproprie tout le monde, on crée un territoire directement géré par l'État. 73 premières pierres, 75 premiers habitants. Et elle doit faire 140 000 habitants. Premier problème, elle n'en fait que 16 000. Donc j'ai les services publics, j'ai les établissements, j'ai les équipements publics d'une ville de 140 000 habitants. Deux solutions, soit je rase des collèges, des gymnases, des autoroutes, des gares, soit j'essaie d'avoir un peu plus d'habitants. Et un peu plus d'habitants, en règle générale, ils demandent un toit. C'est donc un peu plus de logements. Premier paradoxe. Deuxième chose, je suis la ville la plus pauvre de l'Ouest français, la 14e ville la plus pauvre. En règle générale, juste au-dessus de moi, il y a quelques communes de la région parisienne ou des communes du Nord ayant fait faillite, du type de Nain. Et donc, j'ai à la fois 16 000 habitants aujourd'hui au lieu de 140 000, 1600 chômeurs, ça veut dire 10% de la population totale, ce qui veut dire que quand on arrive à des taux de la population employable, on est évidemment au-dessus. J'ajoute que quand on habite une certaine rue, qu'on a un certain prénom ou un certain profil, là, les taux de chômage grimpent à 25, 28, 30%, mais ça, la maire de Bondy doit connaître ça comme je le connais, et donc une nécessité de faire que je suis également le premier pôle industriel du 11e département industriel de France, premier pôle industriel, pharmacie, défense, numérique, intelligence artificielle. Donc j'ai 14 000 emplois très qualifiés, très qualifiés, ils sont tous biologistes, polytechniciens, ingénieurs de l'armement, et 1600 chômeurs. Donc soit j'exporte les 1600 chômeurs à l'extérieur, ce qui n'est pas mon intention, soit je souhaite que quelques-uns des 14 000 très qualifiés viennent et deviennent des bénévoles d'école, des opposants politiques, un certain nombre de gens que les classes moyennes ou les classes moyennes sup peuvent produire. Et donc, si je veux qu'ils viennent, il faut du logement. Deuxième raison d'avoir du logement. Troisième chose, cette ville, à l'origine, 93% de logements sociaux. Je suis légèrement au-dessus des plafonds SRU, à égalité avec Neuilly. Très légèrement, oui. Très légèrement. Et donc, 93% de logements sociaux. Le travail que je fais depuis 20 ans, c'est évidemment de faire venir des classes moyennes et de créer un parcours locatif total. Il faut donc qu'à un moment, soit je déconstruis des logements sociaux, on l'a fait un peu avec les plans de rénovation urbaine, soit je construis autour. Et donc là, troisième problématique du logement, on est tombé à 55% de logements sociaux, et donc c'est donc qu'on a construit des maisons pour loger, une fois encore, des agents de maîtrise, des cadres, des personnes qui travaillaient. Donc troisième problématique du logement, qui la rend absolument indispensable. Je conclus, néanmoins, une conjoncture économique un peu complexe. Bailleurs sociaux, je salue d'ailleurs ma directrice générale, je peux l'appeler comme ceci, la directrice générale du groupe 3F, puisque moi je suis un enfant de l'immobilière Basse-Seine, ou presque, qui est une filiale du groupe 3F, qui est le partenaire principal et un partenaire de l'ANRU à la fois fiable, présent et toujours de confiance au cours des 20 dernières années. Ce que je signale au passage, tous les organismes HLM, c'est très bien, hein, mais tous les organismes HLM ne l'étant pas obligatoirement. Mes problématiques, je récupère la ville après un établissement public de Ville Nouvelle qui me laisse 100 millions d'euros de dette pour 25 millions d'euros de budget. Aujourd'hui, elle est de 50 pour 45 millions d'euros de budget, ça tend à s'équilibrer. Je récupère une ville qui a 470% d'augmentation des impôts du jour au lendemain pour payer cette dette. Donc j'essaie de ne pas augmenter les impôts depuis 20 ans. D'où, et je finis, et c'est ma conclusion, l'importance bien évidemment de trouver ailleurs les moyens d'une croissance. Ailleurs, c'est 3 plans de renouvellement urbain. Je n'ai pas honte de dire que j'ai eu un plan Barthelone, 30 millions d'euros, un plan Borloo, 100 millions d'euros.
Et là, un plan El Khomri, l'ami de Normandie, je ne sais plus parce qu'il a un peu traîné, 136 millions d'euros. Et donc, cela me permet de m'en sortir. Mais tous ces gens que je veux attirer autrement, alors c'est pas bien, c'est de la maison individuelle, c'est du mitage urbain et du mitage foncier, ça fait de mauvaises pratiques de construction, mais ça fait des habitants différents autrement et qui m'aident. C'est évidemment le PTZ. Je déplore les 5 euros qui sont en effet un boulet que porte le président de la République de diminution des APL. C'est le PTZ, c'est la zone B2, c'est tout ce qui est décrié aujourd'hui, mais qui m'a permis, moi, de m'en sortir. Et donc, évidemment, de les voir partir. Je regrette. Il y a une compensation évidente, c'est que dans la zone en rue, et toute la ville est zone en rue, on a évidemment ce taux de TVA à 5,5 qui est une aubaine. Mais véritablement, la problématique du logement, c'est la problématique du développement, de l'équilibre financier. Et je dirais assez volontiers dans une ville qui a 60 nationalités, ou 70, qui a 50% de moins de 25 ans, c'est aussi la clé de vivre ensemble, le logement. Donc, si on stoppe le logement, j'ai cru que c'était une réunion Guyana et qu'un peu comme le pasteur Taylor, on allait distribuer des pilules empoisonnées à absolument tout le monde après l'exposé de notre ami le professeur, qui était remarquable. Mais très franchement, entre le suicide ou l'immolation, j'ai cru qu'on allait finir. Moi, je pensais à faire comme mon collègue, de ne pas me représenter. Moi, j'ai que 20 ans de maire. Mais je me suis dit, il faut arrêter, là, après ce qui a été dit. Là, les gars de 21, 22, je vous promets que la prochaine fois, on lui demandera de c'était très intéressant et remarquable, mais à la fin, je vous dis, je pense qu'on devrait tous un suicide collectif pour attirer l'attention du gouvernement. 200 personnes dans une salle du 8e arrondissement, ça pourrait être pas mal. Pour aller au bout du cynisme, ça fera des logements... Du cynisme, allons donc, non, ça pas du fera tout. des logements libres. Oh, oui. Mais quand on vous entend parler, on voit aussi qu'il y a une problématique réelle qui a été évoquée par Michel Mouillard, qui est le retrait de l'État dans un certain nombre de domaines, qui vous laisse, vous, en première ligne sur un domaine essentiel pour vos administrés, qui est le logement. Monsieur Dupuis en parlait tout à l'heure, Madame Thomasin également, vous, Yves Borde et M. Laglaise. Là-dessus, est-ce que vous avez l'impression que vous avez encore des leviers pour modifier les choses? D'autres leviers peut-être qui sont imaginés. Est-ce que les propositions qu'a faites le député Laglaise, c'est aussi de nature à vous aider, vous, à relever ce défi du logement? Si on est honnête, le retrait de l'État, moins le renouvellement urbain. Simplement, le renouvellement urbain, Claude Barthelone, c'est 1500 projets. Le renouvellement urbain, Jean-Louis Borloo, c'est 800 projets, 600 projets. Le renouvellement urbain aujourd'hui, c'est 200 projets nationaux. Donc on voit bien que les 200 qui sont passés à travers les cumoirs, je n'aurais pas l'inconvenance et l'ingratitude de dire que le renouvellement urbain n'est pas un moyen de s'en sortir. Mais c'est un moyen de s'en sortir dans 200 quartiers, prioritairement Outre-mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ce qui est normal, région parisienne. Donc il y a cette difficulté-là. Je vais rendre immédiatement le micro parce que je l'ai gardé trop longtemps. Il y a deux choses qui, au-delà des mesures, me paraissent compliquées. Julien de Normandie est un garçon remarquable avec lequel on dialogue, qui est à l'écoute, qui apporte des réponses, qui est là pour aider, faciliter. Néanmoins, il n'y a pas d'incarnation de la politique du logement et pas d'incarnation de la politique de la ville dans ce pays. Et donc, par rapport à d'autres ministres qu'on a pu connaître, quand bien même les indicateurs seraient mauvais, quand bien même les mesures ne seraient pas au rendez-vous, quand bien même les rapports parlementaires ne seraient pas suivis, à un moment, il y a quelqu'un qui ramasse le drapeau sur le pont d'Arcole, qui le traverse sous la mitraille et qui dit qu'il faut y aller quand même. Et là, ça y est, ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, il y a une ambiance. Est-ce que la priorité politique, c'est le logement? Est-ce que la priorité politique, c'est la ville? Et l'ambiance n'y est pas non plus. Et de ce point de vue-là, la première année du quinquennat actuel a donné le rapt sur la trésorerie des bailleurs sociaux, la diminution de 5 euros des APL, la diminution du prêt à taux zéro, l'interrogation sur le Pinel, etc., ont donné autant de signes négatifs. Donc à la fois quelque chose qui n'est pas obligatoirement incarné, le volume ministériel du ministre actuel est très large, donc il incarne d'autres choses, mais pas la politique de la ville par exemple, et les signes donnés au début, c'est un peu comme d'autres signes qui ont été donnés dans d'autres secteurs. Après on peut faire tout ce qu'on veut, des sauts périlleux arrière, des triples vrilles, on se souvient que le patineur est tombé dès la première seconde, et c'est la note des juges, elle n'est pas bonne, y compris le juge bulgare, -4, en patinage artistique. Voilà, c'est ça le problème. Je crois qu'il y a, quand on parle de la politique du logement, le problème c'est qu'elle est construite à un niveau national, ce qui paraît normal au démarrage, qu'elle est souvent imprégnée du cas très particulier mais réel de l'Île-de-France. Et puis quand on la descend, moi qui suis un peu le représentant des territoires plus ruraux, quand on la descend sur les territoires, ça colle assez peu et on est quand même dans un moment, mais qui n'est pas immédiat, c'est pas tout à fait nouveau, où on fait assez peu confiance, en fin de compte, au territoire. Et sur les zones,
sur les zones B2 et C. Je reviendrai après sur la question du zonage. Ça fait déjà un petit moment que les choses, l'aide de l'État, elle est quasiment inexistante, que ce soit sur le logement social ou sur le logement privé. Et en fin de compte, après, il y a une espèce d'injustice des territoires. C'est-à-dire, soit vous avez des collectivités locales qui ont d'abord des élus qui maîtrisent la matière logement, qui est quand même un sujet complexe, et tout le monde ne la maîtrise pas. Et puis, la capacité financière, souvent, ou pas, des collectivités locales d'investir ou de flécher une partie de leur budget à travers à travers les PLH, à travers les différents outils qui peuvent exister, pour venir compenser. Mais ça ne fonctionnera pas parce qu'effectivement, il y aura cette inégalité un peu de traitement. Moi, je suis maire d'une commune de 8000 habitants, je suis vice-président de l'agglo en charge du développement économique. Et sur ce territoire, je l'expliquais rapidement tout à l'heure, qui est sur cette vraie dynamique aujourd'hui. Et quand je discute dans le cadre de mes mandats professionnels, au plus haut niveau souvent, de la politique du logement, je sens une grande méconnaissance quand même de ce qui se passe sur les territoires, de la complexité et la difficulté du secteur du logement, c'est que les situations sont multiples, et qu'à chaque fois, c'est quasiment de la couture qu'il faut faire pour coller vraiment à la problématique des territoires. Je suppose que dans la salle, il y a certainement beaucoup plus de gens issus du territoire où nous sommes ce matin que des territoires pour des raisons provinciaux, mais c'est pas, justement, c'est pour ça que je vais militer un peu. Et si je leur dis que sur une ville comme Laval, qui est située à 70 minutes de Paris en TGV, qui a une culture industrielle extrêmement forte, qui a des pôles technologiques, qui est la capitale de la réalité virtuelle, sur lequel il y a un certain nombre aujourd'hui d'acteurs qui veulent se positionner, eh bien notre frein au développement économique, c'est les entreprises du territoire qui ne trouvent pas d'emploi parce que les gens ont du mal à venir, et c'est des entreprises qui prospectent pour l'implantation de nouvelles usines ou de nouveaux centres, qui hésitent à venir parce qu'elles se disent qu'elles vont avoir du mal à trouver des emplois. Et donc qui, du coup, se rabattent sur l'hypermétropolisation. Alors moi, j'entendais tout à l'heure ce que vous disiez, monsieur le député. Moi, je ne rêve pas d'avoir un appartement dans une grande métropole, même si ça m'épargne. Ce que je veux, c'est épargner les 1h30 de trajet le matin. Et je pense qu'aujourd'hui, et dans les propos de Michel Mouillard à la fin, quand il parlait du sondage qui est sorti, qui a été présenté à l'Association des maires, je ne vais pas dire que c'est un nouveau balancier dans l'autre sens, mais cette hypermétropolisation, elle ne peut pas être le guide à outrance de la politique du logement. Parce que sinon, on va concentrer des difficultés là où il y a déjà un certain nombre de difficultés. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un balancier dans l'autre sens, où on veut rejoindre les villes moyennes, etc., même si quelques sondages le font paraître. Et je suis d'accord qu'en fonction de l'heure de la journée et là où on est, on peut y répondre un petit peu différemment. Mais moi qui suis personnellement issu de Nantes, une ville que j'adore, aujourd'hui, j'y retournerai pas pour l'instant y vivre, pour passer 1 heure dans les transports, pour un prix de l'immobilier excessif, sur un sujet qu'on hésite aussi à mettre sur la table, qui est un sujet de sécurité qui pose aussi parfois plus de problèmes dans les grandes métropoles que dans les communes de taille plus moyenne. Je pense que cet équilibre-là, il va falloir à un moment donné le reprendre un peu plus en compte pour rééquilibrer la politique du logement entre les différents territoires. Christian Dupuis. Oui, je voudrais juste... Et ensuite, Madame Thomas. Puisque le thème, c'est à l'approche des municipales, le défi du logement, je voudrais simplement dire que le logement ne peut pas être isolé du reste. Le logement, vous y avez fait allusion, c'est aussi un enjeu de transport, un enjeu d'emploi. Moi, mon lointain double prédécesseur Henri Sellier, qui était maire de Suresnes, mais qui était aussi président de l'office des HBM de la Seine. Moi, je préside aujourd'hui l'office des HLM des Hauts-de-Seine. Donc, mon lointain prédécesseur Henri Sellier avait cette conscience-là et cette vision. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il manque à ceux qui nous gouvernent quelqu'un qui incarne cette vision globale. Lorsqu'il a construit les logements tout autour de Paris, à l'endroit des anciennes fortifications, tous ces immeubles qui sont, toutes ces HBM qui sont les squares de l'Avre, de l'Aveyron, etc., qui sont tout le long des boulevards des Maréchaux, à l'endroit des anciennes fortifs. Lorsqu'il a construit les cités-jardins, c'était à chaque fois à proximité des lieux de production industrielle où travaillaient les ouvriers. Et de telle manière qu'il y ait à la fois une proximité de l'habitat et du lieu de travail, et puis également des moyens de transport qui allaient avec. Aujourd'hui, cette vision-là, elle manque, et en tout cas, la volonté politique de répondre à ces enjeux-là fait défaut.
Le dernier grand projet, c'est celui de la Société du Grand Paris, de la création du Grand Paris Express, qui prend un retard qui ne cesse de s'allonger année après année, alors que dans le même temps, les programmes de logement, eux, ont été accélérés. Et donc, on est dans une situation où les transports en commun existants sont de plus en plus engorgés. Moi, à Suresnes, le T2, le tramway T2 qui va jusqu'à Beson d'un côté et la porte de Versailles de l'autre, lorsqu'il arrive aux heures de pointe à Suresnes, dans un sens comme dans l'autre, il est archi plein. Et donc, c'est l'émeute sur les quais. Les gens laissent passer 2 ou 3 tramways avant de pouvoir entrer dedans. Et encore, quand ils arrivent à y pénétrer, c'est quelquefois au coup de poing, quoi. Donc, ça devient insupportable. Dans le même temps, les accès à Paris deviennent de plus en plus impossibles par les autres moyens de transport individuels, puisque la politique de la mairie de Paris, c'est de dresser des herses aux entrées de la ville de Paris. C'est un peu ça tout de même. On nous a fermé la route de Suresnes dans le bois de Boulogne, par exemple, au moment où la porte Maillot devient impraticable et où la porte de Dauphine aussi, avec les travaux des halls. Donc on se demande comment il faut faire maintenant pour pouvoir entrer dans Paris, et notamment tous ceux qui habitent en banlieue et qui travaillent dans Paris et qui contribuent à sa richesse. Donc créons d'abord les transports en commun qui permettent de se priver de la voiture avant de harceler les automobilistes. Voilà. Donc je remets en perspective la problématique du logement. Encore un dernier point. Moi, quand j'ai été élu en 1983, il y avait 36 000 habitants à Suresnes. Aujourd'hui, il y en a 50 000. En matière de logement, j'ai fait le job. On continue à me dire qu'il faut construire toujours plus de logements. J'avais la volonté de reconstituer un tissu économique. Suresnes avait subi la désindustrialisation décidée par la DATAR dans les années 60 et rien n'avait été fait pour remplacer ces activités économiques disparues. Donc, j'ai lancé des programmes d'activités économiques, de bureaux, de tertiaires, etc. Et à chaque fois, ça a été un débat avec l'État pour obtenir les agréments pour les bureaux. À tel titre que les dernières conventions qu'on m'a fait signer prévoyaient la construction de 4,50 m² de logements pour chaque mètre carré de bureau. Pourquoi ? Parce que je suis pas loin de la Défense. Et donc, on m'expliquait qu'il y avait déjà beaucoup de bureaux dans le secteur. Sauf que ces bureaux-là, ils n'apportaient pas d'activité économique à Suresnes. Ils ne permettaient pas au commerce de Suresnes de vivre. Et ils ne permettaient pas non plus aux habitants de Suresnes de trouver du travail à proximité. Et donc, la malédiction de la proximité de la Défense, moi, je n'en avais aucun bénéfice. Mais en revanche, j'avais ces inconvénients. Et aujourd'hui, lorsque des bureaux construits dans les années 80 se libèrent, on m'explique qu'ils sont devenus obsolètes et qu'il faut les transformer à leur tour en logements. Et donc là, je me dis, pour de bon, je suis en train de me faire rouler dans la farine. Et des bureaux qui m'ont coûté 4,50 m² de logement pour chaque mètre carré de bureau, pour qu'à leur tour, ils deviennent des logements. Je vais utiliser une formule que j'ai entendue employée par Patrick Devedjian et que je trouve particulièrement adaptée à la situation. Je veux bien être cocu, mais pas payer la chambre. Merci, Christian. Merci.